Donc on va reprendre sur un sujet qui est un peu différent, même très différent de ce qu'on a discuté ce matin, mais qui adresse aussi une des commissions, qui est la commission communication. Et le sujet qui nous a été proposé, c'est communiquer en temps de corruption. Donc moi, je suis Nadia Mordelet, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je suis administrateur et au bureau en charge de la communication et de l'événementiel. La communication, c'est un sujet très important pour Anticor. C'est un sujet où il y a eu beaucoup d'activités dans ce domaine dans les années passées, mais qu'il y en aura encore plus dans les années qui viennent. Chez Anticor, en fait, en réalité, beaucoup d'entre nous sont impliqués dans la communication. Et je dirais même plus, je pense que chacun d'entre nous devrait être impliqué dans la communication. Il y a une communication qui est une communication nationale, que nous gérons au niveau national. Donc, tout le monde connaît, je pense, Maëlys Fourneau qui est là. On peut l'applaudir. Donc, Maëlys, c'est notre responsable communication et de bien d'autres choses encore. En fait, elle nous aide à beaucoup d'endroits et je pense qu'on fera encore plus de communication avec elle dans l'année qui vient. Mais au-delà de la communication, donc la communication nationale, on fournit du contenu, on fournit des supports, il y a des interventions qui sont faites au niveau national. Mais en fait, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites au niveau local. Les référents locaux ont un rôle à jouer, et les adhérents aussi, en relayant la communication nationale, en utilisant vos propres supports. Hein. Il y a des supports du GL, mais il y a aussi vos supports personnels, mais aussi en créant leur propre communication. Dans les GL, il y a certains dossiers qui sont particulièrement locaux, et les communications peuvent être aussi locales. C'est pour ça que la communication, c'est un sujet important, parce que c'est une opportunité pour Anticor de se faire connaître. C'est une opportunité pour Anticor de recruter des adhérents. Plus on a d'adhérents et plus on a de crédibilité quand on intervient aux différents endroits où on intervient, que ce soit vers les médias ou vers les institutions. Et donc cette communication, c'est un vrai sujet si on veut pouvoir progresser au sein de l'association. Alors cette année en particulier a été une année très chargée. Il y a eu beaucoup d'interventions d'Anticor, il y a eu beaucoup de dossiers dont Élise a parlé tout à l'heure. On a fait aussi au sein de la commission, donc on a une commission qui s'appelle la commission de communication, où on a beaucoup travaillé en particulier sur le changement de logo. Vous avez tous remarqué qu'on a changé de logo chez Anticor, il y a eu de la communication là-dessus. Et c'est que le début, je pense que un changement de logo, c'est vraiment une opportunité pour faire de la communication, une opportunité pour rediffuser nos messages avec plus de force et avec cette nouvelle image. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés pour rejoindre cette commission communication, parce que moi je fais de la pub, parce on cherche des bonnes volontés, on cherche des talents, donc, parce qu'en fait on va essayer encore de développer cette communication, de continuer la communication qui est déjà en route et aussi d'imaginer des nouvelles formes de communication pour être plus visible, pour adresser d'autres environnements, pour adresser les jeunes en particulier. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de jeunes dans nos adhérents. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à inventer. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour nous rejoindre, n'hésitez pas. Voilà. Donc, dans le cadre de cette université, nous avons donc choisi de réfléchir ensemble sur la communication d'Anticor, qui est assez particulière, du fait de notre positionnement en tant qu'association. Nous sommes une petite association, tout compte fait, avec des moyens financiers qui sont un peu réduits. On n'a pas, du fait aussi que nous vivons avec les dons et les cotisations de nos adhérents, et puis du fait aussi du domaine sensible que nous adressons, puisqu'on parle, nous, de corruption. Donc, pour discuter en fait de ce sujet,
Nous avons invité, j'ai le plaisir d'accueillir donc Céline Le Rondeau, que tu peux peut-être te présenter, Céline. Avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir. Donc, je suis Clémence Le Rondeau. Pardon, je vous en prie. J'ai 40 ans et je travaille dans le domaine de la communication depuis plus de 15 ans et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, un vaste domaine qui a du bon et du moins bon et dans lequel des sujets qu'on pourra aborder aujourd'hui le plus rapidement possible. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui puisque j'ai commencé il y a quelques années, puisque c'était en 2012-2013, à accompagner Anticorps sur sa présence et la création de ses comptes sur les réseaux sociaux. J'ai eu ce plaisir il y a quelques années. Et donc c'est un vrai plaisir pour moi de revenir vous rencontrer aujourd'hui. Voilà, donc il y a aussi Pierre Boivin qui interviendra tout à l'heure. Donc Pierre qui fait partie du GL75 et qui nous présentera tout à l'heure une initiative du GL75 qui est très intéressante et qu'on voudrait aussi développer. Donc ça c'est l'agenda de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Communiquer en temps de corruption. En discutant avec Clémence, on s'est dit voilà, de quoi est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'il faut adresser. Donc on va réfléchir à quels sont les messages qu'on veut passer, comment porter ces messages, quel contenu, mais quel support choisir. Et là, Clémence a une vraie expertise dans le domaine. Quels sont les risques aussi, surtout compte tenu du domaine qu'on porte. Quels sont les risques liés à cette communication et liés aussi au support qu'on utilise. Et puis, on terminera sur la communication d'Anticorps, donc les choses qui sont faites en dehors des réseaux sociaux, mais qui sont aussi importantes, qui peuvent être réutilisées peut-être dans chacun des RGL. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je voudrais vous rappeler qu'effectivement cette université d'été est un peu particulière. Ce sont les 20 ans d'Anticorps. Et 20 ans, c'est une période qui est assez longue. Et, et on a décidé en fait pour les 20 ans de changer de logo. Le changement de logo pour une entreprise ou pour une association, c'est quelque chose qui est important. Ça marque une évolution, ça marque quelque chose de fort. Et en fait, ce logo, il a été défini au sein de la commission communication avec des professionnels du design qui nous ont fait des logos, qui nous en ont proposé. Il y a eu beaucoup de discussions. Et in fine, un certain nombre de logos ont été retenus, ils ont été proposés aux adhérents. Et le logo qui a été choisi, c'est celui-là. Et donc c'est un logo qui symbolise, et c'est important en termes de message, qui symbolise le pouvoir citoyen qui, par son poids et son action, vient peser sur la balance pour faire baisser la corruption. On a cherché un logo qui soit moderne, qui soit innovant et qui nous montre aussi cette image de l'association telle qu'elle est aujourd'hui. En 2002, ils étaient 20. En 2022, on est 6000 adhérents. On a plusieurs dizaines de milliers de sympathisants. Vous verrez tout à l'heure qu'on est suivi sur les réseaux sociaux par énormément de personnes de la société. Et que donc cette force d'Anticorps qui s'est restructurée avec 4 salariés maintenant, avec un conseil d'administration qui fonctionne, avec des nouveaux statuts, est symbolisée aussi par ce logo. Donc la communication sur le logo est importante et c'est une opportunité en fait pour nous, pour vous, pour tout le monde, de faire parler d'Anticorps. Alors avant de parler de communiquer en temps de corruption, moi je voulais aussi parler de communiquer en 2022. Alors moi j'ai passé toute ma vie dans les télécoms et j'ai pu voir de l'intérieur l'évolution du monde des télécoms. Quand je suis arrivée dans les télécoms, on avait à peine le téléphone. Et j'ai vu arriver toutes les nouvelles technologies, et en particulier l'Internet, le mobile. Et dans les 20 ans qui viennent, les télécoms ont explosé. Et le monde de la communication aussi a changé.
on a vu arriver des nouveaux supports, des nouveaux systèmes qui permettent en fait d'irriguer l'ensemble de la population, d'atteindre pratiquement tout le monde avec des nouveaux outils. Ce monde a tellement changé, je pense qu'on a oublié comme c'était avant. Puis, je ne vais pas vous faire l'histoire des télécoms hein, parce que ça va prendre trop de temps, mais juste pour mémoire, Google est né en 1998. Ça veut dire qu'en 2002, il était encore balbutiant. Facebook n'existait pas en 2002. Facebook est arrivé en 2004. YouTube en 2005. Twitter 2006. Instagram 2010. Donc à l'époque, on avait très très peu de moyens quand on a démarré Anticor en 2002 pour communiquer. Aujourd'hui, on a tous ces outils de la communication digitale. Donc je vous ai mis le schéma derrière là, qui montre en fait les différents canaux. Donc en fait, quand on est sur la gauche, ce sont les canaux classiques, mais les canaux payants. Les canaux payants, les affiches, la pub, les presses, la radio, ce sont des canaux qui sont très peu accessibles pour une association, parce que ça coûte cher. La moindre publicité coûte des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, suivant l'endroit où on se pose. Et donc, la communication que nous, on peut faire, elle est plus sur les autres supports. Donc, le support, le deuxième, qui sont nos supports à nous, les supports dont on est propriétaire, nos blogs, notre web. C'est un support qu'on utilise beaucoup. Notre site internet, on a renouvelé complètement notre site cette année aussi. Sur les supports payants et dont nous sommes propriétaires, l'avantage, c'est qu'on est propriétaire aussi du contenu. C'est-à-dire que c'est nous qui éditons le contenu, on peut le contrôler, on peut le modifier, on maîtrise ce contenu. Avec les nouveaux réseaux qui arrivent, en particulier les réseaux sociaux, et même plus loin, tous ces nouveaux réseaux qui arrivent avec les influenceurs, on perd un peu la propriété du contenu, c'est-à-dire que tout ce qu'on diffuse peut être repris, peut être modifié, peut être commenté. Et le fait aussi que j'ai mis vous avez les petits pouces en haut et le petit pouce en bas, tout le contenu que vous mettez sur Internet est critiqué positivement ou négativement et a donc un impact sur votre image. Donc dans ce monde de communication digitale, multi-canaux, multi-acteurs, puisque tout le monde peut faire son propre contenu maintenant, et avec cette diffusion virale de l'information, on est dans un monde qui présente à la fois des opportunités, parce qu'en fait, ça nous permet de communiquer vite et loin à des coûts qui sont très faibles, en fait, pour nous. Mais ça a quand même aussi des risques. Et c'est un peu ça qu'on va essayer de discuter maintenant. Donc, je vais demander à Clémence les questions qu'on pourrait poser. On a beaucoup de nouveaux réseaux, beaucoup de nouveaux supports qui existent. Quelles sont les spécificités de ces supports? Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous en tant qu'association? Et qu'est-ce que ça apporte aux citoyens? Merci Nadia. Alors, Nadia l'a abordé. Le nombre de plateformes est absolument pléthorique. Je vous ai mis un schéma. Ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on appelle le web social. Alors, le web social, dites-vous bien qu'il est caractérisé par un état, la conversation, l'interaction. Quand on parle de web social, ce sont tous ces lieux où vous pouvez, au choix, liker, comme le disait Nadia, c'est-à-dire mettre un petit pouce, mettre un nombre d'étoiles, mettre un commentaire, partager. Voilà ce qu'est le web social. Et au cœur de ce grand nombre de services, vous reconnaissez probablement les logos ou certains logos des plateformes qui, eux, sont des réseaux sociaux, qui sont un peu le cœur du réacteur de ce web qui est fait d'interaction. Tous ces services, vous en utilisez probablement certains aujourd'hui au quotidien, puisque j'imagine que vous envoyez des emails, vous envoyez peut-être des messages sur des applications d'échange telles que WhatsApp, et peut-être que vous avez vous-même des profils personnels sur certains réseaux sociaux. Tout ça, et cette image, je l'utilise juste pour vous montrer que toutes ces plateformes, elles sont nombreuses, elles ont des objets différents,
elles ne servent pas toutes aux mêmes actions, aux mêmes interactions, et elles ne rassemblent surtout pas tout à fait les mêmes personnes, pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt, elles ne s'utilisent pas au même moment pour le même objet. Ça ne veut pas dire qu'il faut être partout, d'abord parce que ce serait un petit peu chronophage et difficile, et que déjà administrer 2, 3, 4 comptes sur le web social, c'est déjà énorme, ça prend du temps, parce que dites-vous bien qu'au-delà de publier vos messages, être présent sur les réseaux sociaux, c'est répondre. Et je reviens à ce que je disais en introduction, l'état de ce web, c'est la conversation, c'est l'interaction, l'échange. Alors on y reviendra, parce que celui-ci peut se passer plus ou moins bien, dans des circonstances plus ou moins agréables, plus ou moins sereines. Reste que l'enjeu, ce n'est pas d'être présent partout, c'est d'être présent au bon endroit, au bon moment. Juste un passage un peu rapide sur les plateformes sociales. Souvent, quand on parle de réseaux sociaux, ou en tout cas moi, quand je parle de réseaux sociaux à mes étudiants ou à mes collègues, on me répond « Ah oui, mais sur Facebook ». Ah oui, mais sur Twitter. Mais il y a bien d'autres plateformes, comme je vous le disais, que Facebook ou que Twitter, qui sont évidemment les plus connues. Et on peut revenir là-dessus. Elles sont les plus connues parce qu'elles sont les plus utilisées, mais aussi parce que c'est celles qui ont racheté toutes les autres, tout simplement. Donc oui, il y a aussi une concentration des plateformes sociales. Mais cette frise, je la trouve intéressante et amusante. Et surtout, elle montre que des plateformes apparaissent, des plateformes disparaissent, que des plateformes sont rachetées, que des plateformes meurent de leur belle mort parce qu'elles sont inutilisées. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, parce que quand on est militant, quand on est activiste, quand on est citoyen, on peut avoir ce doute qui se crée et se dire ce sont les GAFAM, ce sont des plateformes, des grands groupes, ce sont des plateformes qui vivent grâce à la publicité, ce sont des plateformes qui vivent grâce aux données. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est l'adage qui est très souvent utilisé. Il n'est pas faux, cet adage. Donc on peut s'inquiéter légitimement et se poser des questions légitimement aussi. Maintenant, la question que moi, je pose en général, c'est on peut aller ailleurs. Des alternatives existent, certaines apparaissent sur cette frise. On peut vous citer également, peut-être que vous les connaissez, Mastodonte, WT Social. Mastodonte est un remplaçant de Twitter, en quelque sorte, libre. Libre au sens de logiciel libre, pardon. WT Social, qui est un genre de Facebook, qui a été fondé par Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, donc qui lui aussi a une vision sans pub, sans rachat de données. On peut citer ces plateformes-là. Mais parmi vous, qui les connaît? Et parmi vous, qui les utilise au quotidien? Alors évidemment, cette expérience n'est pas particulièrement scientifique, mais empiriquement, il y a eu 4 mains qui se sont levées dans cet amphithéâtre. Utiliser les plateformes alternatives, c'est intéressant, c'est important, il faut les connaître, il faut les visiter, les utiliser. Reste que la majorité du public et ceux à qui on a envie de parler des actions d'Anticorps et ceux avec qui on a envie d'échanger au sujet des sujets d'actualité et des dossiers que défend Anticorps, ils sont encore, eux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Donc, toute la question et tout le débat, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va ailleurs, là où il y a moins de monde, mais qui est plus conforme à notre éthique? Est-ce qu'on reste sur les grosses plateformes des GAFAM, en allant parfois à l'encontre de notre éthique, mais pour être sûr de toucher le plus grand nombre? C'est un choix difficile, mais vous allez voir qu'on peut utiliser les GAFAM en jouant avec eux et en détournant leurs algorithmes, en détournant leur fonctionnement pour les utiliser à leurs dépens. Chaque réseau social a un usage. Pour certains, c'est la vidéo, pour certains, c'est la photo, pour certains, c'est un texte très court, comme Twitter. Sur certains réseaux sociaux, on est dans la punchline, on est dans le choc,
Pour d'autres réseaux sociaux, on est dans la pédagogie, dans la longueur. Pour d'autres réseaux sociaux, on est beau, tout est beau. Instagram est quand même l'endroit où tout est esthétique. Les gens sont beaux, la nourriture est belle, les paysages sont beaux, la lutte contre la corruption est belle. Tout doit être particulièrement esthétique. Sur Twitter, l'objectif, c'est plutôt de diffuser, de partager. Un bon tweet, c'est un tweet qui a une punchline, qui a un lien. Sur YouTube, une bonne vidéo, c'est une vidéo qui va mêler quelqu'un qui parle, des infographies, de la pédagogie. Sur YouTube, on y est pour les tutos, on y est pour apprendre, on y est pour comprendre. Parlons de pourquoi pas Snapchat et TikTok. Anticor n'y est pas encore, je ne sais pas si Anticor doit y aller, mais parlons-en, pourquoi pas. Ce sont des espaces où, par exemple sur TikTok, il va falloir bouger, se mettre en scène, jouer, danser, pourquoi pas. Tout est possible, on peut tout imaginer. Sur Snapchat, réseau social particulièrement prisé des plus jeunes, il faut aller vite. Ça ne dure pas longtemps. Et là aussi, encore une contradiction de nos nouveaux modes de communication en 2022 dont je voudrais vous parler. On est sur toutes ces plateformes, parce qu'elles tendent à se ressembler de plus en plus à force, sur des choses qui durent peu de temps. Le temps Internet est un temps court. Un tweet, ça vit 4 heures. Une story, sur Instagram ou sur Facebook, techniquement, c'est-à-dire sa durée de vie technique du fait du réseau, c'est 24 heures. Dans les faits, à l'intention de l'internaute, ça va durer moins de 12 heures. Ça va vite, ça va très vite, ça va probablement trop vite. Mais par ailleurs, Internet a une mémoire infinie. Les choses ne disparaissent pas. Supprimer un tweet ne suffit pas à le faire disparaître, loin de là. Pour des raisons techniques, Internet stocke. Alors je ne vais pas rentrer dans le technique, mais à chaque fois que vous publiez quelque chose, c'est stocké sur les serveurs, c'est mis en cache. Vous connaissez peut-être ce cache, puisque nos navigateurs nous font souffrir avec nos caches, mais c'est mis en cache, ça reste. Un tweet, ça reste techniquement, mais ça reste à l'usage. Parce qu'il est d'usage, lorsqu'on détecte quelque chose qui pourrait faire parler, d'en faire une capture d'écran. La capture d'écran, c'est celle de l'utilisateur. La capture d'écran, c'est une image. L'image reste. Donc Internet a à la fois cette capacité, et le web social et les réseaux sociaux en particulier ont à la fois cette capacité à aller vite, très vite, trop vite, et à durer un temps absolument infini. Et ça comporte à la fois des opportunités immenses, parce que ça permet de faire des lives. J'ai vu que sur le compte Twitter d'Anticor, on pouvait suivre l'université d'été grâce au hashtag et grâce au thread, donc cette liste de tweets. Et ça, c'est merveilleux. Pour les gens qui ne sont pas là parmi nous aujourd'hui, ça leur permet d'avoir un œil, une oreille, une participation. Ils peuvent répondre aux tweets d'Anticor pour intervenir, poser des questions, pourquoi pas. Donc c'est un bel outil. Et à la fois, ça comporte aussi des risques, parce qu'il y a clairement des choses qu'on aimerait voir disparaître, qui peuvent atteindre à l'image, à la réputation, qu'on adorerait voir disparaître et qu'on ne peut pas voir disparaître. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Une fois qu'on a dit ça, on peut parler des risques et des opportunités et surtout de ce que les gens attendent. Parce que voilà ce que ça a apporté. Voilà ce que ça a apporté aux associations et aux citoyens. Aujourd'hui, cette enquête que vous avez sous les yeux et ses résultats, je vais passer rapidement dessus, mais ça m'a semblé intéressant de vous donner la perception des utilisateurs, parce que dans les réseaux sociaux, les utilisateurs sont extrêmement importants. Ce sont eux qui font les plateformes, ce sont eux qui en font les usages. C'est même parfois les utilisateurs qui ont poussé les plateformes à évoluer dans un sens ou dans un autre à cause de leur usage détourné. Aujourd'hui, les utilisateurs considèrent que la présence sur les réseaux sociaux, elle est utile. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière utile ? Eh bien, ils mettent toute cette possibilité qu'ils ont de découvrir, apprendre, savoir, être au courant
être informé en dehors des espaces de communication traditionnels et donc payants que Nadia évoquait tout à l'heure. C'est utile parce que ça permet de connecter un grand nombre de personnes à un grand nombre d'autres personnes. C'est utile parce que ça permet aussi de se divertir. Ça permet aussi d'aller vite. Ça permet aussi d'innover et d'être créatif. Maintenant, si vous regardez le bas de ce classement, la transparence est le dernier item cité. C'est le moins cité dans cette enquête. Et pourtant, les plateformes, les réseaux sociaux et la communication dans cet espace permettent ou sont un bon outil de transparence. Et c'est, vous allez le voir, ce qu'attendent les gens. Pourquoi c'est un bon outil de transparence? Parce que c'est une forme de contre-pouvoir. Toute marque, tout individu, entité, institution, organisation qui publie une affirmation sur un réseau social va immédiatement être ce qu'on appelle débunké par les internautes. Les internautes vont creuser. Telle ou telle marque ou tel individu ou telle organisation ou institution affirme qu'elle prend des positions très fermes, tout à fait éthiques, qu'elle a signé une charte formidable. Vous êtes sûr que les lecteurs qui vont voir cette affirmation vont aller chercher à voir si c'est vrai. Ils vont fouiller. Et comme Internet n'oublie jamais rien, ils vont probablement trouver. Donc, cet effort de transparence, c'est un bel outil de transparence. Et c'est ce qu'attendent les utilisateurs. Ils attendent de la crédibilité, de la transparence. Est-ce qu'ils l'auront? Je ne sais pas. Mais moi, ce que cette enquête m'évoque, c'est que Anticor a toutes les cartes en main pour avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux, une communication efficace, puisque Anticor porte intrinsèquement dans ses valeurs, dans son action, dans son objet social, ce qu'attendent les usagers des plateformes sociales, de la crédibilité et de la transparence. C'est donc une belle opportunité. Cette belle opportunité représente aussi évidemment des responsabilités. Et ces responsabilités, on les regardera, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. C'est effectivement des responsabilités pour l'association, donc pour Anticor, mais aussi il y a aussi une responsabilité pour les personnes, pour chaque personne qui communique, qui risque, si elle ne s'assure pas que la communication qui est diffusée est crédible, est juste et transparente, il y a toujours un risque, aussi du fait de la rémanence dont on parlait tout à l'heure, que ça nous revienne en fait en combat. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont vécu ça d'ailleurs dans nos RGL, hein, il y a des attaques en diffamation, des gens qui reviennent et qui disent non, ce que vous avez dit n'est pas juste. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Moi, je voulais juste parler un peu des différents types de messages que l'on souhaite porter et que l'on porte aujourd'hui pour Anticor. Donc, les objectifs d'Anticor, on les connaît, ça, on a beaucoup parlé là-dessus. Mais la communication en tant que telle, elle a différents objectifs. Il y a un premier objectif qui est un objectif de notoriété, pour nous faire connaître, reconnaître, je dirais même pour nous faire aimer. Il faudrait que les gens nous aiment et qu'ils aient envie de nous soutenir, qu'ils aient envie de nous aider. Et pour recruter des bonnes volontés, recruter de nouveaux adhérents et recruter des dons dont on a besoin pour faire vivre l'association. On a un rôle aussi en termes de communication pour informer de ce qui se passe, mettre en visibilité des choses qui se passent, que ce soit au niveau local ou au niveau national, donc informer le reste du monde de ce que nous, on a découvert, dans l'objectif aussi de réveiller les citoyens. C'est toujours l'espoir final, c'est qu'à force de voir ou de dire ou de mettre en évidence ce qui se passe, il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont dire non, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Mais nous avons aussi chez Anticor une volonté aujourd'hui de faire de la formation et de la pédagogie, d'anticiper en fait, c'est-à-dire ne pas intervenir uniquement une fois qu'il y a de la corruption, mais essayer de diffuser des messages pour éviter la corruption. Et donc il y a un certain nombre d'actions qu'on peut faire et qui sont en route, hein, auprès des lycées, dans les facultés, dans le domaine de l'éducation,
Et puis aussi auprès des mairies, on peut aussi leur porter certains messages et on édite un certain nombre de contenus pour ça. Par contre, sur le slide, j'ai mis en gras le terme affaire, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que malgré notre volonté d'agir et d'éduquer, ce qui marche le mieux aujourd'hui, ce sont les affaires. Enfin, c'est un peu ce que disait Pierre Lacombe hier, qui disait, quand il parlait des vilains petits canards, il disait en fait que les médias ont tendance à ramener les affaires de corruption à des faits divers personnalisés. En fait, ce qui marche bien, ce qui est retweeté, ce que les médias reprennent et ce que les réseaux sociaux reprennent, ce sont souvent ces informations-là, ces informations où on désigne des coupables. Et en fait, un autre challenge pour les années qui viennent aussi, c'est de mettre en place une communication qui soit une communication préventive pour pouvoir aussi diffuser ces informations pour une meilleure démocratie. Alors, on en fait déjà. On en a parlé ce matin, on parle déjà avec les institutions, avec les législateurs. Le plaidoyer dont parlait Elise ce matin, qui est un de nos outils importants sur lesquels on fait des propositions. On intervient beaucoup au niveau des élections. L'année 2022, il y avait eu les élections présidentielles et puis les élections législatives derrière. Ça nous a beaucoup occupés aussi pour rédiger des propositions, pour essayer de communiquer ces propositions à nos élus ou aux futurs élus pour qu'ils s'engagent là-dessus. Et puis on communique aussi avec les citoyens, on envoie et avec nos adhérents plutôt, en fait, en réalité pour le moment, avec nos newsletters. Il y a des fiches citoyennes. Et puis vers les mairies, vers les élus, les maires, qui est le guide de la transparence de la vie publique, qu'on a publié également. Aujourd'hui, en termes de support, on est présent, on est même très présent sur beaucoup de supports. Et on est très suivi. Vous voyez, on a nos 6000 adhérents, mais à la newsletter mensuelle, on a 30 000, on édite à 30 000 adresses. Sur Twitter, on a pas loin, on aurait bien aimé qu'en 2022, on arrive aux 100 000 suiveurs sur Twitter, mais peut-être on va y arriver. Sur Facebook, vous voyez, les chiffres sont édifiants, puis on se rend compte que ça a beaucoup évolué entre 2020 et 2022, donc ça veut dire qu'on est de plus en plus présent et on est de plus en plus suivi. Ce qui est bien, c'est ce qu'on souhaite. On fait aussi des vidéos sur YouTube et on publie aussi sur Instagram. Mais donc la question maintenant sur laquelle on a parlé un petit peu tout à l'heure des alternatives. Effectivement, pour le moment, on est surtout sur les GAFAM, sur les Facebook, Twitter, etc. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des alternatives qui sont des alternatives qui peuvent être intéressantes pour nous? Je pense que c'est un sujet, il va falloir qu'on se penche dessus, compte tenu qu'on essaye d'adresser le plus grand nombre. Donc, il faut trouver des alternatives qui soient efficaces. Et puis, deuxième sujet sur lequel on peut peut-être discuter maintenant, c'est quels sont les risques et les responsabilités liées à cette communication. Donc, les risques pour l'organisation et les risques pour les personnes. Alors, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet qui n'est pas récent, et je ne prendrai pas le risque d'évoquer des arguments juridiques, puisque vous êtes tous bien plus compétents que moi sur le sujet, mais la responsabilité de l'éditeur est un sujet clé dans une présence sur Internet en général et sur les réseaux sociaux en particulier. Au-delà de cette responsabilité d'éditeur, puisque vous êtes, en tant qu'éditeur d'un profil, éditeur d'un support, d'une page, responsable de ce qui est publié. Et la plateforme vous répondra, je suis hébergeur. Je vous fournis l'outil, à vous la ligne éditoriale. Ce en quoi, techniquement, c'est vrai. Maintenant, tout le sujet, c'est celui de la modération. La modération, c'est un vaste débat, puisque la modération sur les plateformes sociales, elle se passe à plusieurs niveaux. Il y a la modération que la plateforme pourrait, si elle le voulait, faire elle-même. Parce qu'il y a une modération qui est, au sens du droit, assez clairement établie.
On pense toujours qu'Internet, c'est un peu le Far West. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des règles qui s'appliquent. Il y a des choses qui ne sont pas permises, comme dans la vraie vie. Racisme, antisémitisme, sexisme, insultes, injures publiques, tout ça, on ne peut pas le faire non plus sur le web social. Malheureusement, aujourd'hui, d'aucuns pourraient me répondre qu'il y en a beaucoup qui restent, parce que les interventions sont tellement foisonnantes qu'elles sont probablement difficiles à toutes modérer. Mais aussi parce que la plateforme n'a pas forcément intérêt à modérer tout ça. C'est triste, reconnaissons-le, mais disons-le, elle n'y a pas intérêt parce que son modèle économique, c'est d'avoir le maximum d'utilisateurs, quelles que soient les opinions qu'ils formulent, quel que soit ce qu'ils peuvent exprimer. Un utilisateur, ça vaut de l'argent. On n'a pas très envie de les supprimer, de les fermer. Alors, vous avez toujours beaucoup, et tout particulièrement ces 4 ou 5 dernières années, des interventions des plateformes qui expliquent que, au cours des élections, par exemple, au cours des grands événements sportifs aussi, ils mettent en place des systèmes de modération très puissants, qu'ils embauchent plein de monde, qu'ils ont des robots qui font ça avec de la détection très fine du langage. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas au niveau. Il y a un second type de modération qui, lui, revient à Anticorps et à toutes les associations qui sont présentes. Ce sont elles qui mènent les débats sur leur profil, sur leur page. Et là, on se heurte à des problèmes autant techniques que d'usage. Il y a des plateformes où vous allez pouvoir modérer, parce que la plateforme vous permet de le faire techniquement, que vous avez un bouton pour faire dépublier, un bouton signaler, un bouton... Il y a des plateformes sur lesquelles vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et tout ça, il va falloir jouer avec, savoir le comprendre, savoir le manipuler assez finement. Où est-ce qu'on peut masquer? Où est-ce qu'on ne peut pas masquer? Où est-ce qu'on peut supprimer? Où est-ce qu'on ne peut pas supprimer? Et surtout, apprendre à le faire pour les bonnes raisons. Masquer ou supprimer, c'est le risque d'être taxé de censure. C'est le risque que l'internaute qui avait publié cette opinion sur votre page réagisse en disant « Vous avez supprimé mon commentaire, c'est scandaleux, vous m'avez censuré ». Et là encore, je reviens à l'effort de pédagogie. Masquer ou supprimer, il y a une nécessité d'expliquer pourquoi on l'a fait, de dire pourquoi on l'a fait. Je masque, je supprime, pour supprimer une opinion illégale que vous n'auriez pas dû exprimer, pour protéger vos données personnelles, pour vous protéger, vous. Et tout ça, il faut l'expliquer, il faut le dire à l'internaute. Et en fait, le web social, voyez-le vraiment comme un outil. Avec un marteau, vous pouvez, ou en tout cas, quelqu'un de qualifié peut construire une très belle maison, faire une charpente très solide, ou assassiner quelqu'un en lui tapant dessus avec. Dites-vous bien que les réseaux sociaux sont un outil au même titre du marteau. Vous pouvez construire de belles choses grâce aux interactions directes que vous avez avec les citoyens, grâce à l'écoute attentive que vous avez de votre communauté, grâce aux moyens mis en œuvre pour un lanceur d'alerte de contacter. Donc on peut construire de belles choses. Ou alors, on peut littéralement assassiner quelqu'un sur les réseaux sociaux, lui pourrir la vie, grâce à cet outil. Gardez bien ça en tête, et elle est là la responsabilité et du citoyen et de l'association. C'est d'utiliser le web social comme un bel outil pour construire la conversation, construire la mobilisation, construire la prise de conscience, construire la connaissance, construire le combat, ensemble, et surtout se garder soigneusement de mettre en danger qui que ce soit ou quoi que ce soit en les utilisant. Ça a un combat avec un grand pouvoir, il y a de grandes responsabilités, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Maître Yoda ou Spider-Man selon votre référence préférée. Mais quoi qu'il arrive, la phrase reste vraie. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de responsabilités. Et puis donc, effectivement, comme chacun d'entre nous représente l'association et chacun d'entre nous est amené à communiquer et amené à utiliser ces réseaux sociaux, cette responsabilité, elle incombe à chacun d'entre nous. Donc, bien sourcer les informations que l'on diffuse, vérifier,
vérifier ses sources, et puis se protéger aussi dans l'expression. Moi, je pense toujours à Twitter, parce que Twitter, il y a très peu de caractères. Quelquefois, c'est assez difficile d'exprimer, de mettre des nuances quand on écrit quelque chose sur Twitter. Et ça peut avoir des résultats assez désastreux et des impacts assez négatifs en réalité. Parce qu'on joue, c'est assez facile de jouer sur les mots qui sont utilisés et puis de les détourner, de les réutiliser, etc., quoi. Donc une grande vigilance dans l'usage de ces réseaux sociaux, mais qui deviennent quand même un des outils principaux et un outil dont on va avoir besoin vraiment pour, si on veut diffuser plus largement et être présent un peu partout. Surtout là où, comme je disais tout à l'heure, essayer d'adresser des nouvelles audiences qui ne sont pas forcément celles qui viennent aujourd'hui naturellement sur le site d'Anticor pour regarder qu'est-ce qu'on fait. En fait, le challenge pour moi, aujourd'hui, pour Anticor, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont intéressés par la corruption, il y a des gens qui sont engagés, qui ont envie de s'engager et qui viennent naturellement nous voir, qui nous contactent. Et il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés, mais qui n'ont pas ce réflexe. Et donc, c'est ces gens-là qu'il faut pouvoir aller adresser avec les bons messages et les bons outils. Donc pour finir en fait sur cette présentation, puis après on laissera un petit peu de temps si vous voulez discuter, poser des questions, rajouter des choses. En fait, moi j'avais listé ici un certain nombre d'initiatives, parce qu'effectivement il y a cette communication sur les outils, sur les réseaux sociaux, notre web, notre communication institutionnelle si on peut dire. Mais il y a aussi un certain nombre d'initiatives qui sont intéressantes et qui est intéressant de partager en fait au sein d'Anticor. Il y a des initiatives qui viennent, la plupart de régions, chacun des GL fait des choses particulières qui sont utilisables et qui sont réutilisables par d'autres. Bon, j'ai remis dans les actions de cette année, j'ai remis le fameux livre qui est là-bas, « Résister à la corruption ». C'est un bel outil aussi pour communiquer, parce que il est facile à lire, il est très pédagogique, c'est quelque chose qu'on peut diffuser facilement et qui peut donner un intérêt, expliquer l'intérêt pour Anticor. Et je voulais aussi parler des interventions qui sont faites. Alors ça, c'est GL 92, il y a Marie qui est là, mais qui, je pense qu'elle interviendra aussi cet après-midi avec plus de détails. Parce que Marie, en fait, moi je fais partie aussi de GL 92, on a monté en fait des présentations pour présenter en fait ce qu'est la corruption dans les lycées. Et on s'est rendu compte qu'on a fait une première présentation, puis après on a fait une deuxième, puis on est très demandé en fait, parce que les professeurs des premières et des terminales sont intéressés à ce qu'on vienne passer 3 heures avec eux pour l'expliquer, ce qu'est la corruption, faire réagir les élèves. Donc il y a des supports qui existent, qui sont à disposition et qui sont réutilisables dans vos régions, enfin dans vos départements. On a fait aussi une présentation. Il y a une présentation, en fait, on a mis sur slide et on a fait une présentation un peu ludique du guide de la transparence et de l'éthique dans les mairies, qui est un support qui est très important, qui couvre beaucoup de domaines et qu'on a eu l'occasion aussi de présenter dans une mairie. Voilà, tu peux montrer. Ça, c'est le guide. Donc, c'est un document qui est assez épais. Et on en a fait une présentation et on est allé présenter ça dans une mairie et ça passe très, très bien, en fait. Les conseillers municipaux étaient très intéressés. On a eu plein de questions. Donc, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à développer dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qui est local, quoi. C'est vraiment une action locale que chacun peut mettre en œuvre dans sa région. Et puis, je voudrais, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, laisser la parole à Pierre, parce qu'il y a aussi une nouvelle initiative là, qui a été lancée, là, c'est le GL 75, sous le nom de France Corruption, qui est intéressant parce que c'est un nouveau support. On est sur des podcasts, donc on est sur des supports qui sont vidéo et qui adressent aussi un public qui est intéressé. Enfin, je pense que la vidéo, c'est aussi ce qui est le plus apprécié dans la communication. Et donc, je vais laisser présenter l'initiative. Bon, Pierre. Bonjour. Oui, donc voilà. France Corruption, c'est donc un projet qu'on a lancé à l'intérieur du GL 75 avec d'autres bénévoles. Donc initialement, effectivement, c'est un podcast, donc un format sonore. L'idée était en fait de développer, de rentrer dans le détail d'affaires de corruption françaises sous un format documentaire, pour le coup au long cours. C'est-à-dire que les premiers épisodes
faisait à peu près 1 heure. L'idée, c'était de donner à voir un déroulé chronologique des faits et aussi donner à voir comment la lutte contre la corruption se met en place et comment quelles peuvent être aussi les difficultés rencontrées par la justice anticorruption. Donc ce projet, il a été fait avec 3 autres bénévoles du groupe parisien. Yann, qui est donc la personne qui s'occupe du son, puisqu'il est ingénieur du son dans la vie. Kaina, qui est la co-référente parisienne. Et Didier, qui est donc un bénévole du GL. Ensuite, l'initiative, elle s'est un petit peu développée. Je vais y revenir juste après, mais avec une fonction un peu d'observatoire, puisqu'on a commencé à surveiller l'actualité de la corruption en France et à faire une revue de presse systématique. Mais bon, voilà. Dans un premier temps, je vais peut-être d'abord vous montrer les premiers épisodes qu'on a fait. Le premier épisode était dédié à l'affaire de la chaufferie de la Défense, qui est donc une affaire qui a été suivie dans laquelle Anticor a été partie civile. Donc ça c'est le premier type de format qu'on fait, c'est un format purement documentaire. Ensuite on a donc développé ça avec une série sur les marchés truqués d'Île-de-France, qui est un gros sujet, et donc qu'on a fait en 3 parties. Et là, récemment, on a commencé à faire des formats interview. Donc, on l'a fait avec Élise et Eric de l'association à l'occasion de la sortie du livre. Et puis, on s'est dit qu'on allait lancer aussi une série dédiée aux lanceurs d'alerte. Notre première interview était avec Denis Breteau, qui est donc lanceur d'alerte qui travaille à la SNCF et qui dénonce des passations de marché truqués. L'idée, voilà, c'est de se donner un peu un temps qu'on a du mal à trouver sur les réseaux sociaux, même si on est effectivement très actif aussi sur les réseaux sociaux. En tout cas, on passe beaucoup de temps sur Twitter, puisque effectivement, comme on disait, il y a cette fonction de newsroom sur Twitter où effectivement c'est là que l'information se fait, etc. C'est pas forcément facile d'investir d'autres supports, étant donné en tout cas dans le cadre de cette initiative, dans un premier temps, même si c'est quelque chose qu'on aimerait, on aimerait se développer aussi par ailleurs. Et donc ça, c'est la première partie de l'initiative. La deuxième, ensuite, ça a été de décliner donc notre activité de revue de presse sur un site, justement en se disant que voilà, on construit un outil qui soit un peu plus permanent que simplement faire du court terme et des choses qui ne dépassent pas des tweets qui sont lus en 2 jours. Et puis l'idée, ça va être à la fois de servir de porte d'entrée pour des gens qui s'intéressent au sujet de la corruption, mais qui ne savent pas forcément par quel bout le prendre, ou qui voient ça par effectivement le prisme des affaires, mais sans forcément avoir une vue d'ensemble sur la manière dont plusieurs affaires peuvent se rejoindre, ou à l'échelle d'un territoire, par exemple, en tant que citoyen, voilà, se sentir impliqué sur en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma région, quels élus rencontrent quel type de problèmes, etc. Et ou quel type de procédure en cours. Donc l'objectif évidemment de l'Observatoire, puisqu'on parlait de responsabilité tout à l'heure, c'est aussi évidemment de rester très très factuel. D'où l'idée de partir d'une revue de presse systématiquement sourcée dans notre approche. Ensuite, ça n'empêche pas qu'on a envie aussi de servir un petit peu d'aiguillon et à mesure qu'on gagne un petit peu en audience, de se dire qu'on va aller chercher, on va mettre en avant des éléments à la connaissance du public. On l'a fait en lançant donc des observatoires. Le premier observatoire, c'est l'observatoire des pantouflages, parce qu'on se trouve que c'est une pratique problématique et qui pose des questions d'ordre éthique, qui sont donc au cœur des questionnements que porte Anticor, dans beaucoup de cas, même si évidemment il ne s'agit pas de... on les laisse, disons, à la libre appréciation du public, mais il y a en tout cas cette idée qu'en rassemblant plusieurs éléments comme ça d'actualité, on peut se donner une appréciation plus générale et plus pertinente du problème, un peu à la manière de ce que font d'autres observatoires, comme par exemple l'Observatoire des multinationales, en rassemblant des faits et en mettant systématiquement sur la table des recoupements d'informations. Donc ça, c'était le premier observatoire. Le deuxième qui a démarré à la rentrée, là, c'est l'observatoire de la probité, qui du coup va se concentrer sur les infractions à la probité par les élus, les responsables politiques, etc. Et donc en fait, tout ce recensement qu'on fait sur la revue de presse, l'idée c'est qu'ils viennent alimenter ces observatoires
Et puis, une chose qu'on aimerait bien développer, ce serait essayer de commencer à tirer des bilans de cette activité d'observation. Donc, par exemple, en fin d'année, commencer à se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on voit comme tendance, en quoi ça se rapporte au plaidoyer d'anticorps, dans quelle mesure on observe, enfin voilà, bon, enfin, voilà, essayer de mettre en cohérence ce qu'on observe et voilà, ce que Intervention en fait. Exactement, voilà. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Ça conclut en fait la présentation que l'on souhaitait faire, le débat. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou des choses que vous souhaitez dire? Allez, là aussi après. Isabelle. Je vais répéter la question comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à publier dans Sciences Corruption plutôt que sur le site web d'Anticorps? Oui, donc... Quelle est cette organisation en fait? D'accord, donc la question porte sur l'identité de France Corruption par rapport à l'identité d'Anticorps. En fait, initialement, c'est une question qu'on s'est posée au moment de lancer le projet. En fait, on s'est dit qu'on allait démarrer de manière un peu autonome pour voir comment les choses allaient prendre, etc. Et donc, du coup, ça a fini par se développer parallèlement, disons, à l'action de communication du national. Mais c'est vrai que maintenant, on affiche de toute façon, on a toujours affiché clairement qu'on était des bénévoles du GL, et on réfléchit aujourd'hui à comment est-ce qu'on pourrait faire un rapprochement des communications, parce qu'effectivement, toutes ces actions-là s'inscrivent dans l'action de l'association, et donc c'est tout à fait naturel qu'à un moment, même en termes d'identité graphique, en termes de... Voilà, c'est une réflexion qu'il faut qu'on mène, mais le projet, il date d'il y a 1 an et demi, donc voilà, il faut qu'on avance là-dessus, quoi. Oui, c'est vrai qu'on commence à discuter. En fait, le fait d'avoir fait France Corruption, ça a permis de le faire très vite, puisque c'était avec une marque différente. Et là, on regarde comment est-ce qu'on va pouvoir réintégrer peut-être France Corruption dans la communication d'Anticorps. Mais c'est très clair aussi sur le site, quand vous allez sur le site France Corruption, c'est écrit très clairement que c'est Anticorps et que c'est l'équipe du 75 d'Anticorps qui travaille là-dessus. Alors, ce qu'il faut peut-être dire aussi sur France Corruption, je me permets, Alexandre, ex du GL 75 aussi, c'est que très vite, il y a eu un grand succès qui n'était pas forcément sous ton contrôle, Pierre, attendu. C'est-à-dire que quelques semaines après le lancement de l'Observatoire du pantouflage, énorme article dans le Canard enchaîné qui reprend énormément de contenu de l'Observatoire du pantouflage sur les comptes France Corruption, Observatoire du pantouflage des réseaux sociaux, croissance énorme du nombre de followers, et donc ça aussi ça explique que peut-être c'était difficile de rejoindre les deux identités très vite, parce que l'identité de France Corruption elle a cru à un rythme hyper soutenu dès le départ, quoi. Oui, voilà. Enfin bon, après il y a eu un effet effectivement sur l'observatoire du pantouflage, et puis et en fait, bon, disons que sur la question de la dichotomie d'identité, il y a aussi cette possibilité qu'on a de pouvoir interpeller, par exemple dans certaines activités qu'on a. Je pense notamment à l'occasion des législatives, on a fait en fait, disons que sur France Corruption, on peut aussi s'en servir comme un outil pour publier des formats qui ne rentrent pas forcément en parfaite adéquation avec ce que fait traditionnellement Anticorps. Donc, par exemple, pour les législatives, on a fait une analyse des candidatures parisiennes au prisme de la question de la corruption. Et disons que peut-être il y a quand on parlait de comment rassembler les deux communications, on a peut-être un ton qui est un petit peu plus offensif, ou disons un peu plus piquant ou mordant que ce que peut faire Anticorps, ce qui est tout à fait normal parce que Anticorps est engagé dans des actions judiciaires, mais bon, à la fois on reste toujours on fait toujours bien attention à ne... De toute façon, c'est ce qu'il faut qu'on travaille là dans les mois qui viennent. Il peut être intéressant d'avoir différents sites
avec différentes couleurs, justement pour adresser les différentes audiences qu'on veut adresser. Donc il faut qu'on travaille sur notre stratégie. En fait, on a juste commencé à en parler il y a quelques mois, donc je pense qu'il faut qu'on en reparle au niveau du conseil d'administration et qu'on regarde comment est-ce qu'on peut le faire, en sachant que l'idée d'avoir un support différent pour adresser une audience différente, ça peut aussi faire du sens, en fait. Oui, je voulais mentionner 2 choses. Je m'appelle Pierre Laporte et je suis référent pour le Tarn. À votre demande, je suis intervenu auprès du conseil départemental du Calvados il y a 2 ans, où j'ai fait une présentation de la loi Sapin 2 auprès de l'ensemble des cadres du conseil départemental. Il y avait 180 cadres et je peux vous dire que ça a eu beaucoup de succès. Il se trouve que par ailleurs, j'ai un cabinet de conseil en matière de prévention de la corruption, mais je travaille essentiellement pour les entreprises et pas pour les collectivités territoriales. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est le succès important et l'appétence des cadres très variés, ayant des fonctions extrêmement variées. Et donc les conseils départementaux et les régions sont aussi, à mon avis, des cibles, et en particulier leurs cadres et leurs employés, puisque je pense qu'on peut jouer de la différence culturelle entre les élus, éventuellement certains élus, et les employés. Deuxième chose que je voulais vous dire concernant les adhérents, je suis un dossier depuis 5 ans dans le Tarn, qui est celui du circuit automobile d'Albi, pour lequel il y a des soupçons de corruption. Et je connais beaucoup de gens en fait, qui travaillent à la préfecture ou qui travaillent dans différentes institutions, à la mairie d'Albi par exemple, ou à la préfecture du Tarn, qui pour rien au monde n'osent devenir adhérents d'Anticor, tout simplement parce que Anticor est opposé à certaines prises de position de la mairie. Mais je sais que tous ces gens lisent avec beaucoup d'attention votre lettre. Oui, bonjour. J'ai une question qui peut être considérée comme prosaïque, mais qui est de fond. C'est-à-dire, au même titre d'ailleurs que ce matin on a parlé du comité éthique, ma première idée, c'est que les membres du comité éthique devraient être indépendants de l'association Anticor et n'auraient pas le risque de gérer leur propre d'intérêt dans Anticor. Ça, c'est une chose. Mais là, je voudrais parler de communication. Et pour moi, le premier problème de la communication, c'est le contact avec les adhérents. C'est-à-dire, c'est la liste des adhérents. Or, moi, je me trouve depuis 2015, depuis Nancy, dans l'association. Et il se trouve que récemment, quand c'était Edith qui s'occupait des référents, il n'y avait aucun problème. Et puis, depuis 2-3 ans, on a changé mon adresse. Mais moi, je ne m'en suis pas aperçu immédiatement. Mais je n'avais plus aucun contact parce que je m'appelle Vincent Husneau. Mais le C de Vincent était devenu un V. Alors, j'ai la liste reçue de Anticor où dans la liste, il y a Vincent Husneau. Alors, c'est terminé. Je ne reçois plus rien. Et si j'envoie un chèque, il n'est pas touché. Donc, on m'élimine des adhérents de Anticor. Et d'ailleurs, pour la réunion d'aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Voilà, parce que je ne suis plus dans la liste. Alors j'écris, j'envoie la liste, j'explique par message qu'il faudrait peut-être changer la liste. Voilà. Oui. Écoutez, on prend note. Je pense qu'il y a eu quelques petits problèmes. On a changé d'outils, en fait. On a changé nos outils au sein d'Anticor. Il y a eu quelques effets de bord. On a perdu quelques adhérents. On est désolé. Donc, on prend note. Cadour. Ben on est en train d'essayer de les... Mais oui, bien sûr qu'on fait quelque chose. On est en train de les récupérer, d'essayer de récupérer tout le monde. Je trouve les interventions sur cette communication digitale, c'est très intéressant. Mais je voudrais revenir quand même sur la nécessité d'une espèce de communication à la papa, en downsizing. Et par exemple, moi, c'est la première fois que je viens à l'université d'Anticor. Je suis référent pour le 43. Je viens de passer pratiquement 12 heures dans cette salle depuis hier. Et en fait, j'ai autour de moi que des fantômes. Voilà. Et il n'y a personne j'identifie quasiment personne. J'ai milité dans pas mal de choses, des syndicats, etc. La première chose qu'on faisait, il y avait un peu une liste d'émargement. Et puis, on avait un badge avec au moins, peut-être le nom, ou au moins savoir d'où les gens viennent.
Tout à l'heure, dans le patio, j'ai entendu que j'avais un collègue du 63. Bon, je n'ai pas voulu m'immiscer dans la conversation, mais ça aurait pu être sympa pour moi de voir qu'il était du 63. Et je trouve, et d'ailleurs, au niveau de ce que vous allez tirer de cette, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez tirer de cette université, mais moi, personnellement, quand je vais retourner dans mon département, on va me dire, mais qui est-ce qu'il y avait? Alors, il y a des têtes que j'identifie, et j'identifie en allant sur le site d'Anticor. Je dis, tiens, j'ai vu cette tête-là sur le site d'Anticor. Et donc, avec mon smartphone, je dis, ah bah oui, un tel, c'est un tel. Mais je n'en sais, enfin, quand je les vois comme ça, je n'en sais strictement rien. Et je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Alors, à moins que ce soit le culte du secret, je ne sais pas. Bon alors, bienvenue pour la première fois à l'université. En fait, on a d'autres moments d'échange, mais c'est vrai que l'université aujourd'hui, elle est retransmise en fait. Donc on essaye de privilégier ce qui est en présentation plutôt que discussion dans la salle, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui regardent l'université sur Internet. Et on a un moment d'échange qui est prévu chaque année, qui a lieu demain matin, qui est entre les référents, où là, il n'y a pas d'ordre du jour, on discute ensemble et on échange, on se découvre. Peut-être qu'il faudrait le faire dans l'autre sens pour se connaître avant l'université, mais bon, le programme fait que pour nous, c'est la dernière étape. Voilà. Donc a priori, demain matin, vous allez rencontrer tout le monde et mettre des noms sur des visages. On peut pas ne pas la voir, la présidente, quand même. La dame d'Anticor, comme disait le président de l'université hier. Par rapport à France Corruption, est-ce que tous les référents DGL peuvent vous donner de l'information pour l'alimenter? Oui, absolument, avec plaisir. Il y a Kadour qui lève la main depuis très longtemps. Peut-être tu peux parler de là-bas, Kadour. Tu as une voix qui porte. Ah oui. Pardon. Un micro, ouais. Juste rapidement, moi je suis très gênée par la communication sur Facebook. Alors on a parlé tout à l'heure des GAFAM de façon générale. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous les GAFAM dans le même sac. Facebook, c'est quand même une société qui a donné accès à Cambridge Analytica, qui a donné accès à son fichier. Il y a 70 millions de gens qui publient sur Facebook, ou en tout cas qui consultent Facebook, dont les données sont parties dans une société, et c'est prouvé maintenant, qui a manipulé, ou en tout cas qui a joué un grand rôle dans les élections américaines quand Trump a été élu. Même chose avec Johnson en Grande-Bretagne. Moi, je suis extrêmement choquée par le fait que Anticor communique sur Facebook pour cette raison. Anticor a choisi dans d'autres domaines d'être absolument inattaquable, notamment au niveau financier, en refusant toutes les subventions. Le fait que Anticor publie sur Facebook, une société qui ne respecte ni la protection des données, ne paye pas ses dus fiscaux, alors qu'on a quand même un combat qui est aussi les paradis fiscaux, etc. Enfin, c'est une société qui n'est pas correcte sur tous les aspects, communication, fiscalité, droit du travail, etc. Moi, je suis extrêmement choquée par ça. Alors, il y a d'autres réseaux, des réseaux qui sont importants. Ça peut être justement Twitter, qui n'a pas ce genre de problème, par exemple. Voilà, je ne sais pas s'il faut y réfléchir, mais je trouve qu'en termes de communication, je trouve ça extrêmement mauvais. Et j'en ai parlé à pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit on ne comprend pas qu'Anticor soit sur Facebook. Alors, je pense que c'est très juste ce que vous dites, et je l'ai évoqué très vite tout à l'heure, parce que ce n'est pas vraiment l'objet du débat, mais c'est tout à fait juste. Sortir de Facebook, ça a aussi des conséquences. Pour moi, le débat doit être posé, ouvert, et la discussion aussi. Maintenant, Anticor n'est pas la seule concernée, c'est un débat que énormément d'organisations ont en leur sein, et c'est un débat qui est sain, qu'il faut avoir. Quitter Facebook, c'est aussi quitter Instagram. Donc, non, mais je dis pas que c'est un problème. Je dis juste qu'il faut avoir l'ensemble du sujet. Instagram n'est pas la plus grosse communauté d'Anticor aujourd'hui, donc peut-être que la perte n'est pas monstrueuse. Maintenant, beaucoup de marques ont quitté Facebook
Par ailleurs, je peux vous en citer deux, trois rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais des marques comme Patagonia, des marques comme, dont j'ai oublié le nom, mais ils vendent des savons au pois, Lush, voilà, ont aussi quitté Facebook. Alors eux, ils l'ont quitté non pas pour les scandales de Cambridge Analytica, mais pour les conséquences psychiques de nos adolescents qui passent leur vie à se comparer sur Instagram ou sur Facebook. Donc oui, le débat est sain. Maintenant, quitter Facebook, ça ne se fait pas en un claquement de doigts quand on veut parler à plusieurs centaines de milliers de personnes au bon endroit. Ce qui veut dire que quitter Facebook, c'est pas cliquer sur un bouton et fermer une page, c'est informer la communauté et plus largement que votre communauté de votre choix, de pourquoi vous le faites, de où les gens peuvent vous suivre. Et là, vous aurez réussi parce que non seulement vous vous conformerez à l'éthique de l'association, et par ailleurs, vous aurez en plus entraîné potentiellement avec vous les gens qui sont d'accord. Mais juste de garder en tête que quitter Facebook, quand on y est depuis 7, 8 ans, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas un clic sur une page, c'est un cheminement, un accompagnement et surtout un grand travail de pédagogie, de transparence avec sa communauté et de dialogue avec elle. Voilà. Il y a beaucoup d'associations qui ont quitté Facebook et qui ont fait une communication extrêmement... Ça peut. Mais ça, il faut se projeter sur le long terme, c'est-à-dire et après, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on dit et à qui on le dit. Mais oui, tout à fait, c'est un débat qui me semble sain d'avoir. Je crois qu'Élise veut dire... On va donner le dernier mot à Élise, parce qu'après, on me dit que... Non. Une question très courte. Comment vous faites les campagnes d'adhésion, s'il vous plaît? Cadeau. Alors, c'est vrai que le débat sur les réseaux sociaux, les GAFAM et tout ça, il peut parfois être simpliste, manichéen. Alors, je ne vais pas parler au nom du conseil d'administration, mais il me semble qu'il vaut mieux être dans la place pour changer la place. Quitter Facebook, vous avez parlé d'une entreprise qui a quitté Facebook. Le patron a donné a priori, il a libéralisé un petit peu son entreprise de façon très éthique, etc. Il fait du greenwashing. Au niveau éthique, il n'est pas top. C'est un exemple. Alors, quitter un réseau social pour pouvoir en faire une communication positive, sur le coup, ça marche. À long terme, non. Facebook ne touche plus les jeunes, touche une certaine tranche d'âge. On risque de quitter une certaine tranche d'âge. Donc déjà ça, c'est des statistiques, c'est du concret. Les jeunes ne vont plus sur Facebook, ils vont sur TikTok, etc. etc. Moi, je voudrais parler d'un autre média, malheureusement, qui n'a pas été cité et qui est en train d'avoir une progression exponentielle, qui est Twitch. Twitch, c'est un peu le tueur de la télévision d'hier. D'ailleurs, les streamers de Twitch disent souvent c'est pas la télé de papa, avec un certain sens de l'humour. Ce réseau social a fait lever 10 millions d'euros pour des associations comme la LPO, Greenpeace, Amnesty International l'année dernière, en un week-end. Donc c'est une force de frappe énorme. Et donc je pense que Twitch est l'avenir. Alors en tant qu'utilisateur, forcément, je ne vais pas dire le contraire, mais il reste l'avenir. Pour revenir aux médias sociaux et une association citoyenne comme la nôtre, il est important de caler toute cette communication et l'utilisation des réseaux sociaux dans un mot qui n'est plus du tout employé et qu'on se doit de le remettre au centre de notre communication, qui est l'éducation populaire, qui est la conscientisation des citoyens. Il y a des choses qui sont passées par le passé en France qui ont démontré que informer le citoyen, que ça soit sur Facebook, dans les centres sociaux, etc., il faut aller à la rencontre des citoyens les plus décalés de la lutte anticorruption. Et ça en fait partie. Voilà, et je vais arrêter là. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on est d'accord avec ça. L'idée, c'est de trouver les bons supports. Quitter Facebook, si ça nous fait perdre le lien avec notre communauté, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire de manière immédiate. Il faut le faire en étant sûr d'avoir une alternative qui va bien. Voilà, exactement. D'un autre côté, on n'est pas responsable. À chaque fois qu'on fait de la communication, que ça soit sur n'importe quel support, c'est difficile en fait de choisir des supports qui soient complètement clean, complètement green, etc. Ça devient un peu compliqué. Alors le dernier mot sera pour Edith, parce que...
Oui, simplement rappeler à tous les référents et à toutes les personnes qui ouvrent des pages au nom d'Anticorps que cette page appartient à Anticorps et non à la personne. Donc ça, c'est, je pense, très important. Et les codes doivent automatiquement être remis à lettre permanente. Et de toute façon, je pense qu'actuellement, c'est la permanente Maëlys qui va ouvrir les pages pour chacun des groupes locaux. Merci.